je suis venue ici notamment pour vous parler du livre que j'ai écrit en 2010 aux presses universitaires de Rennes, qui s'appelle « Le meeting politique de la délibération à la manifestation ». La première chose à voir, c'est qu'il porte donc sur une période, le Second Empire, enfin la fin du Second Empire et la Troisième République, où les réunions étaient si nombreuses et si peuplées, enfin les meetings politiques étaient si nombreux et si peuplés que pour qualifier cette période, l'historienne Michèle Perrault parle d'une ivresse de la réunion publique dans son livre sur les ouvriers en grève. C'est vrai qu'on entend un peu les voitures. Cette ivresse, elle la met en parallèle avec ce qu'elle désigne comme la lassitude, je la cite, que ces assemblées rencontrent aujourd'hui. Alors longtemps, et encore lorsque j'ai écrit le livre, j'étais assez d'accord avec ce constat de lassitude, suscité donc par les meetings politiques contemporains. Je me disais que les meetings ne servaient plus à grand-chose, que seulement des militants déjà convaincus, en fait, s'y rendaient. Aujourd'hui, je dois avouer que je suis un peu revenue de ce constat pessimiste. D'abord à l'occasion des primaires socialistes, j'ai constaté, comme tout le monde, que les meetings ont été le lieu d'un grand nombre de déclarations de candidature. Bon, évidemment, les meetings n'étaient pas seuls pour, pour jouer ce rôle d'intronisation des candidats. Les médias étaient là pour relayer l'information. Mais quand même, j'y ai vu un signe. Ensuite, c'est François Hollande qui a continué de me convaincre de changer d'avis sur l'inutilité des meetings contemporains, avec son premier grand meeting de campagne au Bourget, vous avez dû en entendre parler, le 22 janvier dernier. Alors évidemment, un tel rassemblement militant, là il y avait 20 000 personnes apparemment, est presque par définition présenté comme enthousiaste, fervent. Mais quand même, une chose me paraît certaine, c'est dans ce meeting que le candidat semble avoir trouvé l'élan indispensable, à la fois individuel et collectif, au lancement de sa campagne. J'ai aussi été frappée, bien sûr, par l'écho des meetings de Jean-Luc Mélenchon, notamment ceux en plein air, j'y reviendrai, comme on dit aujourd'hui. Meetings largement relayés par les médias, comme des moments vraiment très forts pour les participants, notamment en raison de l'éloquence de l'orateur. Puis, en avril, a commencé ce qui a été désigné souvent comme une guerre des meetings, un duel parfois par meeting interposé. Plus largement, on a vu se multiplier les analyses dans la presse ou sur Internet pour souligner que le meeting serait encore pour tous les candidats l'exercice politique majeur. Je reprends les mots de Christiane Taubira, interrogée dans Rue 89 le 26 février. Bref, relayé donc et mis en scène comme ça par les médias, les meetings semblent bien un lieu important de déclaration de candidature, d'impulsion dans la course à l'élection et de démonstration de force pour les candidats. Ils sont encore, ou j'aurais donc envie de dire plutôt de nouveau, décrits comme un lieu central de l'activité politique. Mais bon, ceci dit, je dois dire que ce qui m'a donné vraiment envie d'aller observer ces réunions politiques du passé, c'est surtout le fait qu'on assiste depuis quelques décennies à un retour d'intérêt, non pas tant pour les classiques meetings électoraux, que pour des réunions de citoyens d'un autre genre, celles qui relèvent de ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie participative ou délibérative. Alors, je ne sais pas à quel point vous êtes familier avec ces notions. En gros, c'est tous les dispositifs du type budget participatif, conférence de consensus, conseil de quartier, c'est peut-être un peu plus connu, des dispositifs qui sont censés intensifier la participation des citoyens par la discussion collective d'enjeux publics. Or, ces dispositifs, ils sont souvent perçus comme un remède nouvellement formulé en réponse à la crise que connaîtrait aujourd'hui le gouvernement représentatif. Ce que j'ai voulu montrer dans mon livre, c'est qu'en fait, cette idée de promouvoir le débat public en réunion, elle a une histoire et qu'on trouve déjà en France, à la fin du XIXe siècle, des discours et des expériences qui valorisent le débat public comme mode de participation. C'est donc aux réunions politiques tenues depuis les dernières années du Second Empire jusqu'à la fin de la Troisième République que je me suis intéressée pour voir ce qu'il en était alors de l'idée que le débat des citoyens assemblés peut compléter les institutions représentatives. Alors vous le savez peut-être, dans le dernier tiers du XIXe siècle, la Troisième République s'installe en France après la période du Second Empire
pendant laquelle l'opposition politique, républicaine notamment, avait été réprimée. En réaction à ces restrictions portées à la liberté d'expression, l'installation de la République est marquée par la volonté de développer des formes de participation du peuple à la vie publique qui puissent compléter l'exercice du vote. Mais cette volonté gouvernementale donc d'intensifier la participation populaire, elle relève aussi d'un souci d'encadrer les masses. En effet, les dirigeants républicains, ils ont en tête évidemment le souvenir du Second Empire, mais ils ont aussi en tête celui des périodes d'agitation révolutionnaire et de la Commune en particulier. C'est donc avec intensité que se pose pour eux la question de voir comment on va pouvoir associer le peuple aux nouvelles institutions sans courir le risque de voir la foule prendre à nouveau le pouvoir. Or, comme l'avait déjà suggéré un auteur appelé Dominique Régnier, la réunion politique se trouve précisément au centre de ce projet républicain de maîtrise des masses. Entendu donc de façon large, comme une réunion organisée, rassemblant hors de la voie publique des citoyens, dont un ou plusieurs orateurs, prononçant des discours, donc évidemment, la réunion politique est perçue en cette fin du XIXe siècle comme une forme de participation permettant un investissement plus régulier et plus intense du citoyen dans les affaires publiques sans fragiliser pour autant le régime représentatif. La conception qu'ont alors les républicains de la Réunion repose en effet sur l'idée qu'elle permet de remplacer l'action des foules par l'expression d'une opinion publique pacifiée et de former de bons citoyens, entre guillemets, les bons citoyens. C'est donc de ce projet républicain que je vais commencer par vous parler. Je m'interrogerai ensuite sur l'échec de ce projet. Je vous annonce tout de suite la fin de l'histoire en montrant comment les meetings sont devenus des démonstrations de force plutôt que des lieux de débat. Et enfin, je terminerai en revenant sur la place importante donc, des meetings dans la campagne présidentielle qui vient de s'achever. La première chose qu'il faut voir, il me semble, c'est qu'il existe en France vraiment un lien très fort, un lien essentiel entre la République, l'opinion publique et la liberté de réunion. C'est une conviction qui est vraiment partagée par l'ensemble des républicains qui se sont exprimés sur la question du droit de réunion dans le dernier tiers du XIXe siècle. L'existence, en fait, d'élections au suffrage universel ne suffirait pas, d'après eux, à dire que l'on est en démocratie. Pour qu'on soit vraiment en démocratie, il faut d'une part que ce suffrage repose sur une opinion éclairée, que l'on sache pour qui on va voter et que l'on ait réfléchi à cette question, et d'autre part qu'au-delà du suffrage, des institutions permettent la formation et l'expression régulière de l'opinion publique. Or, la réunion politique est conçue comme le moyen le plus naturel et le plus démocratique d'y parvenir. C'est alors le 30 juin 1881 qu'est adoptée la loi sur la liberté de réunion, dont l'article 1er débute par l'affirmation « Les réunions publiques sont libres ». Bon, sans entrer ici dans les détails, la législation qui est mise en place est incontestablement beaucoup plus libérale que le système existant évidemment sous le Second Empire. Mais, il y a tout de suite un mais, pour que la réunion politique ne soit pas une occasion de désordre, les républicains au pouvoir ont cependant exclu la rue de son exercice. La participation politique devait être maintenue dans un domaine spécifique qui soit dissocié de la place publique, dissocié de la rue. C'est d'abord en cela donc, que la réunion, telle qu'encadrée par la loi de 81, constitue un instrument visant donc à construire une participation politique qui ne soit pas basée sur l'action, mais sur l'opinion. La réunion, en fait, elle est considérée comme le lieu où toutes les opinions, ou presque, peuvent s'exprimer, du moment que ça reste à l'intérieur de l'espace de la réunion, de la salle de réunion. Conséquence indirecte de cette conception de la réunion, les désordres qui surviendraient à l'extérieur, donc à l'extérieur de la salle, sont considérés comme d'autant moins tolérables que les citoyens se voient précisément accorder un lieu, la salle de réunion, où exprimer leurs éventuels mécontentements. Conception donc de la réunion comme une forme d'exutoire, en quelque sorte, que résume bien le journal républicain Le Siècle en 1884, suite à une réunion qui avait été suivie de désordres justement sur la voie publique.
On y lit en effet, je cite, « On les laissera tout dire dans leurs réunions, mais on ne les laissera rien faire dans la rue ». Je pense qu'on peut difficilement mieux résumer. La politique de masse, donc de type républicain, repose sur une promotion de l'opinion publique devant remplacer l'action des foules, vous l'avez compris. Mais pour les républicains, cette opinion, donc, qui doit émaner des réunions, n'est pas pensée comme une opinion divisée. Ce n'est pas l'opinion publique qu'on connaît aujourd'hui. C'est une opinion qui est pensée comme unifiée autour du bien commun, comme devant être unifiée, pacifiée autour du bien commun, et ceci parce qu'elle se fonde sur la raison. À la source de cela, il y a vraiment une foi affirmée dans la raison individuelle, et cette conviction qui peut nous paraître étrange, mais qui est très souvent exprimée à l'époque, que la raison finit toujours par avoir le dessus dans un débat libre. Si le débat est libre, on arrivera, la raison aura forcément le dessus. Je prendrai ici pour exemple le discours que prononce Jules Simon, donc, qui est un député républicain au corps législatif donc, dans les dernières années du Second Empire. Donc il dit, je crois que c'est en 1868 si je ne me trompe pas, « Avez-vous peur de la réunion des hommes à ce point que vous pensiez que toutes les fois qu'ils seront assemblés, ce sera l'erreur et non la vérité qui dominera ? Pour moi, c'est dans la vérité que j'ai confiance. Il n'y a ni sophisme, ni passion, ni colère qui résistent devant le froid et sévère langage de la vérité. » Donc le gouvernement impérial, lui, il considère comme conséquence quasiment inévitable de la réunion des hommes une exacerbation des passions, une radicalisation des opinions. Les républicains, eux, ils répondent par une foi optimiste en la supériorité de la force de la raison dans les débats des citoyens. On a alors affaire, donc, sous la Troisième République, à ce qu'on peut appeler, je reprends une expression d'un auteur qui s'appelle Pierre Rosanvallon, je pense qu'il est connu, on a affaire à une définition rationaliste de la démocratie. Et c'est important, et c'est là qu'il y a un effet pervers de cette définition, elle prend largement la forme d'un rejet des opinions jugées extrêmes. Celles des révolutionnaires, là encore mettez des guillemets, donc c'est les socialistes, les anarchistes, hein, on met tout le monde dans le même paquet, ou encore, lorsque la République s'installe, celle des partisans d'un retour à la monarchie. La promotion donc, des vertus de la délibération, du débat en réunion, permet aux républicains de disqualifier ces opinions, donc dites extrêmes, au nom du consensus autour du bien public qu'on ne pourrait atteindre qu'en montrant le caractère déraisonnable de ces théories. Donc en appelant à ce qu'une opinion publique allant dans le sens du bien commun se forme par le débat en réunion, c'est donc une définition vraiment très particulière de la démocratie qui est défendue, dans laquelle la démocratie, elle s'oppose en quelque sorte au conflit des opinions, puisque ce qu'on cherche à atteindre à terme, c'est un consensus. Il faut souligner par ailleurs qu'il ne s'agit pas alors non plus d'associer les citoyens à la prise de décision. Il s'agit simplement de voir se former par les réunions une opinion publique. Il n'est d'ailleurs jamais envisagé de moyens pour mettre en place des moyens pour faire remonter le produit des débats faits en réunion jusqu'au gouvernement. C'est quelque chose qui n'est jamais pensé. Au contraire, on trouve souvent dans la presse républicaine, mais aussi au Parlement, des critiques à l'égard des réunions qui imitent le fonctionnement des parlements ou des tribunaux, qui sont les seuls lieux légitimes de décision pour eux. Pour que la participation aux réunions puisse faire naître donc, cette opinion non divisée, les républicains au pouvoir ont aussi veillé à ce que les réunions soient dissociées des associations, qu'elles ne soient pas couplées à des associations les organisant. Ce n'est en effet qu'à condition qu'elles n'assemblent pas uniquement des personnes partageant une même opinion, a fortiori donc les gens d'une même association, les membres d'une association, que la réunion ne présenterait pas de danger pour la démocratie représentative. L'association, bon, ça c'est assez connu, hein, elle est longtemps perçue comme ce qui divise en fait le peuple selon des intérêts de groupe, ce qui empêche en fait justement d'aller vers l'intérêt général. Liée à l'association, la réunion, elle pourrait, d'après les républicains, entrer en concurrence avec les pouvoirs publics, se transformer en corps intermédiaire, comme on dit à l'époque, susceptible de peser sur les choix publics. Alors, si elle ne correspond, j'en ai conscience, elle ne correspond que très imparfaitement à ce modèle républicain que je vous ai décrit d'un débat où chaque participant ne chercherait qu'à mobiliser des arguments fondés en raison et écouterait avec attention les arguments des adversaires.
il reste significatif que la forme la plus légitime et la plus répandue de meeting, de réunions publiques au début de la Troisième République, surtout pendant les périodes électorales, c'est la réunion contradictoire. C'est-à-dire une réunion où des individus d'opinions différentes viennent directement confronter leur discours face à un public lui-même divisé. On est très loin des meetings qu'on connaît aujourd'hui. Dans les réunions contradictoires, il est alors fréquent qu'en début de séance, le président, parce qu'il y a un président de réunion, prononce quelques mots pour préciser que toutes les opinions seront entendues. Un exemple, en août 89, on peut lire dans un rapport de police sur une réunion électorale à Paris que le président a rappelé que la réunion était contradictoire et que toutes les opinions devraient être respectées à la tribune. Donc dans un contexte, vous voyez, où la discussion publique est valorisée, la réunion contradictoire constitue vraiment la forme la plus acceptée de réunion. Et du coup, ceux qui n'en font pas sont désignés comme des lâches. L'accusation se fait particulièrement vive quand les organisateurs d'une réunion, bien qu'ayant choisi de ne pas autoriser la contradiction, donc de faire une réunion finalement privée, ne parviennent malgré tout pas à faire en sorte que leurs orateurs soient écoutés. Alors, il y a un exemple qui est vraiment très célèbre, c'est celui d'une réunion électorale organisée pour Gambetta, qui est pourtant un très grand orateur de réunion, et l'un des principaux leaders républicains à l'époque. Donc réunion du 16 août 1881 à Belleville, réunion qui devait se tenir sur invitation, mais qui a été mal préparée et qui se trouve finalement largement ouverte. Finalement, il y a beaucoup de bruit dans la salle, Gambetta n'arrive pas à se faire entendre, il est furieux, il prononce des mots qu'il a dû regretter le lendemain, et le lendemain, justement, dans la presse, tout le monde insiste, enfin tout le monde ou presque, insiste sur le fait qu'il n'aurait pas dû refuser la contradiction en voulant donc s'assurer par avance l'acclamation du public. Dans la justice, donc, c'est le journal républicain radical de Clémenceau, qui est un peu un adversaire politique de Gambetta, donc il y a bon, c'est peut-être pas complètement neutre, mais bon, dans la justice, on peut dire ainsi, M. Gambetta a été obligé de renoncer à la parole. Cela s'est passé dans une réunion dont les invités avaient été triés sur le volet, où l'on ne pouvait pénétrer qu'avec une entrée de faveur. M. Gambetta avait reculé devant le débat public et contradictoire. Il avait choisi sa salle et cette salle s'est prononcée contre lui. Nous n'approuvons jamais les entraves qu'on pourra mettre à la liberté de la parole. Mais il nous est impossible de ne pas faire remarquer que si quelque chose était de nature à les justifier, c'est le système oratoire adopté par M. Gambetta. Le député de Belleville émettait cette prétention de s'en tenir au monologue et il écartait prudemment toute espèce de discussion. Alors, encore des choses, ça semblerait complètement aberrant de dire ça dans la presse aujourd'hui. Donc la réunion contradictoire est alors présentée comme une caractéristique de la vie politique française par les acteurs de l'époque qui affirment qu'elle ne se retrouve pas dans les pays anglo-saxons. C'est vraiment quelque chose typiquement français. Et effectivement, dès le milieu du XIXe siècle, les campagnes électorales américaines, par exemple, sont marquées par l'organisation de grands meetings partisans qui ressemblent un peu aux meetings d'aujourd'hui, pour lesquels on fait venir de loin des soutiens aux candidats, pour grossir en fait le public, auxquels on incite aussi à venir par des éléments non politiques ou parapolitiques, je ne sais pas comment les appeler, concerts, barbecue, boissons, ascension montgolfière, on a trouvé ça aussi. Et après la tenue desquels, les commentateurs se disputent sur le nombre de personnes qui étaient effectivement présentes. Là, ça nous est déjà un peu plus familier. En France, par contre, si évidemment il y a eu des bagarres dans les réunions contradictoires, donc elle a suscité des critiques, cette forme de réunion, mais il n'empêche qu'elle reste la forme de meeting la plus classique et la plus proche de l'idéal républicain dont je vous ai parlé, donc d'un lieu où les individus s'assemblent pour débattre et pour faire l'apprentissage de la citoyenneté. J'en viens justement à cette question de l'apprentissage de la citoyenneté. Dans le discours qui est développé aujourd'hui, donc depuis une vingtaine d'années, sur la démocratie participative ou délibérative dont je parlais tout à l'heure, les débats citoyens ont aussi très souvent été valorisés pour leur capacité à renouveler la citoyenneté. D'abord parce que le fait tout simplement d'échanger sur des questions politiques permettrait d'entretenir chez les citoyens un souci pour la chose publique. Donc ça permettrait de politiser, en quelque sorte. Ensuite, parce que les institutions délibératives, donc là où il y a des débats, elles constitueraient des lieux où l'individu apprendrait à recourir à des arguments sans trop faire appel, disons, aux émotions.
ces mêmes attendus pédagogiques, éducatifs, particuliers de la participation à des réunions comme des débats, sont absolument décisifs pour les républicains au XIXe siècle. On a cette idée que par le fait de prendre part à des échanges où les arguments doivent être la seule arme donc, pour convaincre son adversaire, les individus parviendraient à apprendre le contrôle de soi, on apprendrait le contrôle de ses attitudes, de ses émotions, on apprendrait en quelque sorte à obéir à aux règles de comment on peut appeler ça, la civilité républicaine, qui est nécessaire justement au bon déroulement des réunions. Il y a une forme de cercle vertueux. On espère qu'on va apprendre à devenir un bon citoyen pour que les réunions puissent ensuite bien se passer. Voilà, donc la réunion politique, elle constitue un de ces lieux d'apprentissage de la citoyenneté, au même titre que l'école républicaine, ça c'est un peu plus connu. La salle de vote, il y a eu aussi beaucoup de travaux sur la question, ou encore les fêtes républicaines, les fêtes nationales. Mais l'apprentissage n'est évidemment pas immédiat, et du coup, l'immaturité du peuple français est souvent invoquée dans les commentaires républicains sur les réunions qui se tiennent donc à la fin de l'Empire et dans les premières années de la République, que ce soit dans la presse ou à la tribune du Parlement. Cette invocation de l'immaturité, elle permet en fait de combler l'écart entre la pratique concrète des réunions et ce que devrait être la délibération des citoyens assemblés. Le bruit, les interruptions du public qui surviennent évidemment et heureusement dans bien des réunions, les désordres, les bagarres, mais aussi, et c'est le plus intéressant, l'exposé de ces opinions jugées extrêmes dont je vous parlais tout à l'heure, les discours révolutionnaires, ne sont pas niés par les républicains. Ils ne peuvent pas fermer les yeux et dire que ça n'existe pas, mais ils sont présentés comme étant essentiellement le signe d'un manque de maturité du peuple français. En effet, l'idée, c'est que le peuple a vécu trop longtemps sous des régimes oppressifs, et donc il n'a pas pu tout simplement acquérir ce qu'ils appellent l'habitude de la liberté. Du coup, donc, les comportements dans les premières réunions ne sont pas jugés parfaits, mais on dit toujours qu'il ne faut pas s'inquiéter, il ne faudrait pas s'en alarmer. La réforme des mœurs du peuple par la pratique de réunions libres est possible. Un exemple, suite à une réunion agitée en 1881, on peut lire dans un journal républicain qui s'appelle cette fois Le Rappel, que cela est, je cite, le produit du long temps pendant lequel le droit de réunion n'a pas existé. Et le journaliste exprime alors de façon assez amusante sa confiance dans le progrès des mœurs. Je le cite toujours. Le droit de réunion est dans sa nouveauté. Il commence. L'expérience lui manque encore. Il ne tardera pas à se régler, à prendre possession de lui-même, à se respecter. Les premières fois qu'on essaye de nager, on s'agite, on bat des pieds et des mains, on éclabousse ses voisins, on les injurie s'ils vous approchent. Quelques jours après, on sait nager, les mouvements sont réguliers et l'agitation cesse. Donc il y a vraiment cette idée qu'en laissant passer du temps, l'apprentissage des mœurs républicaines va se faire. Pour que cet apprentissage puisse se faire, il est aussi souvent appelé à la tenue de réunions qui puissent servir de modèle, en quelque sorte, pour les réunions suivantes. Par exemple, en 1882, un journaliste du quotidien Le Temps, donc qui est un important journal républicain de l'époque, évoque les très louables efforts faits par Clémenceau, dont je parlais tout à l'heure, leader républicain radical, les très louables efforts faits par Clémenceau, donc qui préside une réunion, pour y assurer et y maintenir la parole à des adversaires politiques qui venaient combattre les idées émises à la tribune par les orateurs républicains. Donc Clémenceau lui-même républicain essaye de donner la parole à ses adversaires. Le journaliste, donc, écrit ensuite « Les efforts de M. Clémenceau n'ont pas triomphé jusqu'au bout des passions de l'auditoire, mais l'exemple n'en est pas moins acquis. Nous voudrions que les exemples de ce genre devinssent plus nombreux, qu'on s'habituât à écouter, à souffrir la contradiction. » Paradoxalement, on remarque aussi que les réunions qui sont comme ça désignées comme des modèles sont aussi assez souvent des conférences où la parole est réservée à un ou deux orateurs et où l'entrée n'est pas toujours libre. Donc là, on se rend compte que lorsqu'il s'agit de trouver des moyens en gros concrets pour former les mœurs politiques du peuple, il y a un relatif éloignement par rapport à l'idéal républicain comme réunion ouverte à tous, contradictoire. Je précise enfin que c'est en partie sur l'idée d'un contrôle nécessaire de ces émotions que reposent les mœurs républicaines dont on attend que le citoyen fasse ainsi l'apprentissage dans les réunions.
dans les comptes rendus de réunion, donc dans la presse, ce qui est vanté, c'est toujours le calme, la modération, la convenance, la dignité. Et on critique ce qu'on appelle parfois les amateurs d'émotions, les réunions, donc généralement celles des partis révolutionnaires, où tout est fièvre, passion, emportement, pour reprendre des expressions employées dans un quotidien qui s'appelle La Presse. Voilà, j'en viens au second point de ce que je voulais vous raconter, qui porte sur les difficultés, les échecs, les déboires de cette expérience délibérative sous la Troisième République. Le premier phénomène observé qui éloigne la Réunion de son rôle de lieu de débat, c'est le recours au bruit ou à la violence avec l'intention d'empêcher l'adversaire de parler. On assiste d'abord, c'est important, à une systématisation et une préméditation de l'obstruction, donc le fait d'empêcher par le bruit l'orateur de parler, qui tend vraiment à rendre quasiment impossible toute discussion dans les réunions. Les interrupteurs, comme on les appelle, ou obstructionnistes, comme on les appelle donc dans les rapports de police ou de presse, sont longtemps surtout nombreux parmi les anarchistes, au point que les anarchistes sont qualifiés de trouble-fête des meetings par le journal républicain Le Matin en 1887. Les critiques divers de la République, rassemblés autour du général Boulanger, vous avez peut-être entendu parler, à la fin des années 1880, sont eux aussi accusés de pratiquer vraiment effrontément l'obstruction et de l'avoir fait entrer dans les mœurs. De fait, les boulangistes ont été jusqu'à recruter des personnes payées pour aller faire du bruit dans les réunions des adversaires. Bref, à la fin du siècle, l'obstruction est vraiment une pratique banale. Elle marque une grande partie des réunions, notamment celles tenues autour de l'affaire Dreyfus. Les nationalistes y ont recours vraiment de façon massive. À la même période, c'est aussi la violence, au sens de violence orale, mais aussi de violence physique, qui augmente dans les réunions. Alors évidemment, je vous l'avais dit tout à l'heure, les bagarres étaient déjà nombreuses dans les réunions antérieures, mais comment dire, là on a affaire à une violence plus fréquente et plus organisée. Dans la presse républicaine, notamment, plusieurs observateurs soulignent que finalement les mœurs ont évolué dans un sens opposé à celui attendu. C'est-à-dire que ces citoyens vertueux que jusqu'aux premières années de la République, donc de la Troisième République, on s'attendait à voir s'assembler pour débattre, paraissent avoir complètement déserté les réunions et laissé la place à des individus incapables d'accepter la contradiction, qui cherchent en groupe à faire taire l'adversaire. Un juriste qui s'appelle Roger Arnett écrit dans sa thèse en 1894 une thèse sur la liberté de réunion avec une nostalgie non dissimulée. Je le cite, « Les citoyens paisibles ont peu à peu désappris le chemin des réunions publiques ». Le projet républicain donc, de civilisation des mœurs politiques par la participation aux réunions s'est par ailleurs confronté rapidement à un usage de la liberté de réunion consistant à se rassembler non pas pour débattre, mais pour manifester une opinion formée antérieurement à la réunion. L'objectif, un peu comme dans les meetings aujourd'hui, est d'assembler autour d'une même idée des personnes déjà convaincues et de faire ainsi la démonstration de sa force. On parle beaucoup aujourd'hui de démonstration de force, c'était déjà le cas à l'époque. À la fin du XIXe siècle, il apparaît de plus en plus clairement finalement que pour convaincre de la justesse, de la supériorité de ces opinions par l'usage des réunions, il s'agit plus principalement pour un groupe politique d'immobiliser des arguments et de les confronter directement à un adversaire dans les réunions contradictoires, mais plutôt de montrer que nombreux sont déjà ceux à partager la même opinion. C'est à cette époque que l'on a affaire donc à des réunions non contradictoires qui visent à manifester, à montrer la force du groupe organisateur. Et c'est à ce moment-là que l'usage du mot meeting commence à se généraliser. Il était déjà employé auparavant, mais c'est à ce moment-là qu'il devient banal. La période du boulangisme, puis celle de l'affaire Dreyfus, ont été particulièrement marquées par la multiplication donc, de ce type de réunions. Notamment autour de l'affaire Dreyfus et pendant la Belle Époque, on remarque que les comptes rendus qui paraissent au lendemain des réunions, donc par exemple les réunions anti-dreyfusardes, en soulignent systématiquement le caractère de manifestation massive, insiste sur l'unanimité qui y régnerait. On insiste aussi sur le fait que l'on aurait affaire dans ces réunions désormais à une communion des participants et une communion souvent dans la même émotion.
Donc finalement, hein, comment dire, on voit revenir l'émotion dans les réunions. Cette transformation de la réunion, donc de lieu d'éducation civique par la délibération en démonstration de force, s'affirme par la suite, amplifiée notamment par l'adoption de la loi de 1901 qui autorise la naissance des associations et donc des partis politiques, qui jusque-là donc n'avaient pas de cadre légal. Significativement, dans les premières décennies du XXe siècle, les réunions contradictoires dont je vous ai parlé, qui correspondaient le mieux à cet idéal républicain, commencent à devenir beaucoup plus rares, au profit de réunions où la tribune est d'une seule couleur politique. Cette mutation, elle s'accompagne aussi d'un changement dans les lieux de rassemblement. Je ne vous ai pas parlé des lieux de réunion. À la fin du XIXe siècle, on se réunit beaucoup dans un peu où on peut, hein. Donc dans les salles de bal, les cafés-concerts, parfois chez les marchands de vin, et des fois dans des endroits beaucoup plus exotiques, comme les catacombes. On a trouvé ça sous le Second Empire. Dans l'entre-deux-guerres et par la suite, les meetings commencent à envahir en gros les stades, les gymnases et autres grands espaces qui sont capables d'accueillir le public massif qui envahit désormais les réunions. Donc moi j'ai surtout travaillé sur les réunions socialistes et communistes et un peu sur les réunions d'extrême droite, mais on se rend compte, notamment pour ces groupes politiques, que désormais les réunions sont présentées comme des démonstrations de force. La force, elle est démontrée par deux choses, et c'est encore valable, il me semble, aujourd'hui. D'abord par le nombre de personnes assemblées, hein. Le nombre devient un enjeu essentiel à ce moment-là. Ça ne l'était évidemment pas lorsque les réunions étaient contradictoires. On a affaire à un travail journalistique dans la presse partisane de mise en avant, de mise en valeur systématique du nombre. Par exemple, on souligne toujours que bien que la salle était très grande, elle n'est pas assez grande pour accueillir tout le monde. C'est des choses qu'on trouve encore aujourd'hui, hein, cette idée qu'il faut bien calculer la taille de la salle de réunion. Il vaut mieux une petite salle bondée qu'une grande salle à moitié vide. À l'époque, c'était déjà le cas. Et autre élément qui permet de démontrer la force, c'est la présence de signes de l'adhésion des participants, la manifestation de leur enthousiasme. Alors peu importe, on ne peut pas savoir comme chercheur si cet enthousiasme est sincère ou non. C'est déjà difficile de le voir pour les meetings contemporains. Pour les meetings du passé, c'est encore plus compliqué. Mais par contre, les commentateurs de la presse partisane font systématiquement ressortir cet enthousiasme. Je cite par exemple Le Populaire du 3 décembre 1938 qui évoque, à propos d'une réunion de la SFIO, toute la foule dressée d'un seul cœur. Donc c'est à propos d'un meeting au Veldiv. Donc c'est aussi le moment où on assiste à un développement de la théâtralisation, la mise en spectacle du meeting, qui vise à stimuler cet enthousiasme des participants, voire à le simuler, mais c'est une autre affaire. Le problème, c'est que cette transformation des usages de la réunion l'a éloigné de l'idéal pacificateur qui était si fort, je vous l'ai dit, dans les premières années de la Troisième République. En effet, la réunion organisée par un parti est souvent perçue par les adversaires comme une forme de provocation. Et c'est encore le cas parfois aujourd'hui. Donc comme démonstration vraiment unilatérale de la puissance, de la cohésion d'un parti, la réunion suscite des réactions parfois violentes à l'époque de la part des adversaires sous la forme de contre-meetings ou de contre-manifestations organisées, et c'est souvent là que ça clash, quand c'est organisé dans un lieu proche et au même moment. En avril, le 15 avril, ils avaient eu la bonne idée de laisser un peu d'espace entre les deux adversaires. Donc, du coup, dans les années 30, on a des atteintes à la liberté de réunion de la part de l'administration ou du gouvernement, et qui sont une conséquence directe de ces affrontements. C'est-à-dire qu'on se met à interdire préventivement des meetings parce qu'on a peur qu'il y ait ensuite des bagarres dans la rue. Voire parfois à remettre en place, c'est sous le Front populaire, mais ça s'explique par la menace de l'extrême droite fascisante qui monte à ce moment-là en France, à remettre en place un système d'autorisation préalable, donc système auquel la loi de 1881 avait pourtant mis fin. Je voudrais donc terminer, comme je vous l'avais dit, en disant quelques mots de la campagne électorale qui vient de s'achever, parce qu'elle mérite qu'on en parle, puisqu'elle a été marquée par un regain d'intérêt qui n'a échappé à personne pour les meetings.
Les meetings, a-t-on pu lire ou entendre presque partout pendant des semaines, auraient transporté les foules. C'est ce qu'affirmait par exemple Sylviane Agacinski dans Le Monde le 19 avril dernier. Alors, avec un peu plus de prudence, on ne peut pas nier qu'ils ont attiré à la fois beaucoup de participants et une attention médiatique vraiment exceptionnelle. C'est surtout frappant quand on pense à la précédente campagne présidentielle où un quotidien de la presse nationale, il me semble que c'est La Croix, pouvait titrer, alors que débutait la pré-campagne, c'était encore le moment des primaires socialistes, il me semble, pouvait titrer donc « Les meetings politiques n'ont plus la cote ». Donc on n'était pas du tout dans le même registre. Donc comment comprendre donc ce retour des meetings sur le devant de la scène alors qu'on les croyait rendus d'abord désuets par la télévision, qui avait commencé par changer leur forme, puis définitivement évincés du monde politique par la recherche aussi de plus de proximité entre candidats et électeurs potentiels. Les meetings ne semblaient pas correspondre tellement à cette recherche de la proximité. D'autres que moi l'ont déjà observé, la fluctuation de l'attention pour les meetings n'est pas une nouveauté. C'est-à-dire que c'est déjà arrivé à d'autres moments dans l'histoire. Outre les idées, qui sont évidemment importantes, les enjeux, les talents oratoires, un autre élément peut l'expliquer, il me semble, c'est le renouvellement de leur forme, la nouveauté de certaines formes de réunion. D'abord, en raison de la mode des meetings la mode, c'est peut-être pas très joli, mais des meetings de plein air, comme on les appelle aujourd'hui. Meetings de plein air qui seraient surprenants au premier abord, puisque ils entrent en contradiction frontale avec la loi de 1881 dont je vous ai parlé au début. Le Front de gauche, en particulier, a malgré cela trouvé des façons de tenir ses meetings via l'accord des maires, alors plus difficile à obtenir dans certaines villes. On pense évidemment à Jean-Claude Gaudin à Marseille que dans d'autres, on pense à Pierre Cohen à Toulouse, ou via ces marches-meetings, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop si c'est un meeting ou une manifestation. En gros, officiellement, c'est une manifestation. Donc, c'est simplement le rassemblement est déclaré à la préfecture dans ce cas-là. On peut aussi jouer, cela se fait depuis la Troisième République, avec la définition de ce qu'est la voie publique, puisque l'article 6 de la loi de 81 dont je vous parlais, ce qu'il dit, c'est que les réunions ne peuvent être tenues sur la voie publique. Mais on peut débattre sur ce qu'est la voie publique. Est-ce que la plage, c'est la voie publique? Voilà, bref. Après la Bastille, la place du Capitole, Jean-Luc Mélenchon, donc, qui a dès juin lancé sa campagne place de la bataille de Stalingrad, où il l'a terminé aussi le soir du premier tour, a occupé les plages du Prado, d'où ma référence aux plages, faisant sortir donc vraiment les réunions des salles où elles avaient l'habitude de se tenir. Alors des échos se font ici assez directement, même par les organisateurs, avec les assemblées des indignés notamment, ou encore avec celle du printemps arabe. Il y a des références qui sont récurrentes. Et ça renvoie bien sûr aussi, non seulement encore une fois pour l'analyste, mais aussi pour les orateurs et organisateurs, à la longue tradition historique de mobilisation dans la rue de la gauche syndicale et du PCF. De façon générale, les meetings en plein air, ils ont un avantage ils ont plusieurs avantages, de donner à voir plus directement, si on veut démontrer sa force, il vaut mieux le faire dans la rue que dans une salle, c'est plus visible. Donc il donne à voir plus directement la capacité de rassemblement d'un parti. Ça permet de réunir plus de monde que dans une salle, parce que les meetings étaient parfois vraiment massifs. Ça permet d'éviter la très coûteuse location des salles, puisque les salles coûtent cher, et que tout le monde n'a pas les mêmes moyens, tous les partis n'ont pas les mêmes moyens. Et tout le monde, certains en tout cas, ont peur, et parfois à raison, de ne pas se voir rembourser leurs frais de campagne. Ça permet de laisser aussi plus de liberté aux participants, plus d'inventivité aux participants. Et ils permettent surtout, certainement, on a lancé une enquête collective là-dessus avec un groupe de recherche qui s'appelle SPEL, ça veut dire Sociologie politique des élections, donc on a été observer plusieurs meetings politiques. On verra si on arrive à répondre à la question, mais il me semble que ça permet surtout de toucher plus de curieux, d'indécis, ou du moins de non-militants. Évidemment, on pénètre plus difficilement dans une salle que l'on ne s'arrête sur une place ou sur une plage, donc, pour écouter un orateur. C'est plus facile, ça demande moins, c'est moins un acte d'adhésion. Voilà.
Cette extériorisation des meetings n'a pas été seulement le fait du Front de gauche, vous le savez, elle a aussi marqué les dernières semaines de campagne de François Hollande. Ces meetings de plein air très nombreux étaient toutefois beaucoup moins massifs que ceux du Front de gauche, à l'exception de celui du 15 avril à Vincennes, j'y faisais référence tout à l'heure. Du côté des organisateurs et porte-parole du PS, le discours est ici plutôt celui d'une quête de changement, une envie de donner de l'air, une volonté de renouvellement un petit peu de la façon de faire campagne, et puis aussi une volonté de se montrer plus proche des gens, c'est d'aller à la rencontre des gens en sortant des salles, en renouant donc avec le registre de la proximité qui est devenu, je l'ai dit, une injonction de la vie politique depuis des années. Mon collègue Rémi Lefebvre l'a bien montré. Quand on parle de meeting de plein air, on pense aussi bien sûr au meeting du dimanche 15 avril, opposant François Hollande à Vincennes et Nicolas Sarkozy à la Concorde. Là, on est clairement dans la logique du meeting comme démonstration de force par le nombre assemblé. Alors, si côté socialiste, on a insisté sur le caractère festif de la rencontre, et côté UMP, on a affirmé ne pas vouloir faire un contre-meeting en réaction à celui du PS, reste que, quand même, le lexique guerrier a été largement diffusé par les médias. On a parlé de guerre, de combat, de duel, etc. Une précision, que ce soit à l'extérieur ou en salle, les meetings des candidats se sont souvent tenus dans des lieux symboliquement marqués. De façon générale, il existe une charge symbolique propre à certains espaces. Tous ne sont pas interchangeables. Ceci notamment parce qu'ils n'ont pas tous la même histoire. Le marquage symbolique donc, des lieux de meeting tient aussi, bien sûr, à ce que certains sont situés dans des villes ou des quartiers plus populaires que d'autres, dans des zones urbaines ou rurales. Bref, le choix des lieux n'est pas anodin, mais lié au message que les équipes de campagne veulent faire passer. On peut prendre l'exemple du premier meeting de campagne d'Eva Joly qui s'est tenu à Roubaix, donc près de chez moi, on y était. Après avoir ouvert donc, son discours en ch'ti, je ne sais pas si vous aviez suivi ça, pour tourner donc, en ch'ti, pour tourner en dérision ceux qui se moquent de son accent, la candidate s'est dite, je cite, heureuse d'avoir choisi la terre de Roubaix pour présenter son programme présidentiel. Elle a évoqué sa rencontre avec les anciens du peignage de la Tossé et les salariés roubaisiens de Camailleux, en demandant, je la cite à nouveau, qui, mieux que les gens d'ici, seront sensibles à ce que nous proposons. Bref, le choix du lieu n'était pas anodin pour son premier meeting. Bref, pour en revenir, et j'ai bientôt terminé, je pense avoir été longue, pour en revenir aux éléments de nouveauté qui peuvent expliquer le regain d'intérêt pour les meetings lors de cette campagne présidentielle, au-delà de la sortie des salles, il faut bien sûr souligner le rôle de médias qui n'existaient pas ou étaient moins développés auparavant. Je pense ici d'abord à la retransmission en direct des meetings via les chaînes d'infos en continu. Ça, on n'avait pas ça à la dernière campagne présidentielle, ou via Internet, bien entendu. Le public donc, est désormais constitué non seulement de celui présent face aux orateurs, mais aussi d'un public plus virtuel, mais tout aussi important, celui qui suit le meeting à distance et souvent en direct, et dont on essaye de savoir quelle est la taille. C'est-à-dire que, je pense à un site internet qui s'appelle le Lab d'Europe 1, où ils comptent le nombre de connexions qu'il y a eu pour les meetings de chacun des candidats. Donc la démonstration de force se fait aussi avec ce public virtuel. C'est un site assez intéressant. Voilà, il faut aussi souligner bien sûr le rôle des réseaux sociaux, type Twitter ou Facebook. Alors on pourrait penser que ces nouvelles technologies, finalement, elles conduisent à une désincarnation des meetings. À mon sens, leur intérêt, c'est que c'est aussi à travers elles que peut s'exprimer la personnalité, la vie des participants. Via Twitter ou Facebook, donc, les participants ne sont pas là, enfin ne sont pas dans les meetings que pour écouter, applaudir, crier, huer, ce qui est déjà une forme d'expression politique importante, je ne dénigre pas, mais donc ces participants deviennent plus directement des acteurs grâce à leurs commentaires, les photos qu'ils vont envoyer, etc. Et leur rôle, donc, ils ont un rôle de relais vers un public plus élargi. Même si la nouveauté donc, doit être relativisée là encore, puisque les meetings ont toujours eu besoin pour faire écho d'un relais médiatique. C'était la presse dans le temps, puis la radio, la télévision, etc. Il faut souligner enfin qu'aujourd'hui encore, ça c'est un point qui me semble quand même important, au-delà des meetings au public assez imposants pour être relayés par les médias, de plus petites réunions publiques continuent d'être organisées. Il y en a eu pendant la campagne présidentielle, on en parle peu, alors que elles sont finalement peut-être plus à même de convaincre les participants que les grands meetings. Là encore, c'est à démontrer.
de convaincre surtout ces fameux indécis. Le 20 avril, sur France Inter, donc le secrétaire national du Parti communiste, Pierre Laurent, rappelait l'importance, je le cite, de ces petites rencontres de terrain dont on ne parle pas. Ces réunions de taille réduite, donc elles se distinguent par le fait qu'on y aborde, ça c'est un point important, des sujets non traités ou rarement dans les grands meetings, puisqu'elles sont généralement ciblées vers un public particulier, elles ne s'adressent pas à tout le monde. Et ensuite, c'est fondamental par le fait que les participants peuvent poser des questions aux orateurs. Donc il y a un échange entre la tribune et la salle. Bref, si on est loin aujourd'hui, hein, c'est sûr, de l'idéal qui a inspiré les républicains à l'origine de la loi de 81, les meetings sont un élément essentiel de l'élection, ou le sont redevenus. De façon générale, ils entretiennent quand même l'espérance des militants et des sympathisants qui ont parfois besoin d'être encouragés lors d'une campagne électorale, en leur procurant tout simplement le plaisir d'être ensemble, d'être avec des gens qui partagent a priori les mêmes idées ou des idées proches. Sans doute aussi, peut-être, donnent-ils aux candidats le courage qui est nécessaire aussi à une campagne. Et bien sûr, ils permettent fondamentalement aux participants de manifester leur soutien au public élargi, donc touché à travers les divers médias. Pour finir, donc, il me semble qu'on peut se réjouir du regain d'intérêt pour les meetings. Je ne dis pas simplement ça parce que j'ai écrit un livre dessus, qu'ils soient grands ou petits. Donc, à une période où on dénonce vraiment sans arrêt la distanciation des citoyens du monde politique, je ne dis pas qu'on en a fini avec ça, hein. Bien sûr que c'est un problème important, mais disons que pour les participants à ces meetings, être là, que ce soit réellement ou à distance, est déjà un geste important qui les éloigne de cette indifférence à la politique.